Dans cette histoire, notre protagoniste est né en tant que noble méchant destiné à mourir très tôt. Et pour survivre, il a décidé d'adopter les 5 boss finaux du jeu. Le plan était de donner de l'amour et de l'affection pour empêcher la fin du monde. Mais ses enfants ont tout compris de travers. En fait, ils ont vraiment tout compris de travers. Ils ne sont pas devenus des héros, mais plutôt des fanatiques obsessionnels. Dans le dos du protagoniste, ses enfants ont créé un culte d'assassins sanguinaires. Ils ont éliminé des rois et détruit des armées, tout cela au nom de leur papa, qui est notre protagoniste. Le monde entier pense maintenant que notre protagoniste est un génie du mal suprême, mais en fait, il était terrifié par ce culte et ne savait rien. Les amis, en gros, il est devenu le roi de la pègre par accident. L'histoire se déroule dans le Royaume-Uni oriental. Dans les 10 ans, quelque chose de très terrible allait se produire. Le monde entier serait détruit par les 5 grands péchés. Ils anéantiraient tous les habitants de la Terre. Et pour empêcher cette destruction, notre protagoniste a élaboré un plan. Il deviendrait leur patron ou leur bienfaiteur. Appelez ça comme vous voulez. Le gars s'occuperait de ces méchants. C'était le seul espoir du protagoniste puisque le gamin s'était réincarné 10 ans dans le passé d'un jeu. Le garçon avait l'habitude de jouer à ce jeu sur son lieu de travail. On dirait que je connais ce monde, mais pourquoi diable puis-je lire ces lettres? La bonne nouvelle, c'est qu'il est né dans le corps d'un noble, et grâce à ça, il pouvait manger de la nourriture délicieuse. En plus de la nourriture dans ma main, j'ai aussi de belles servantes. Ouais, je suis sans vergogne. Partage un peu avec nous. Le gars était si pervers qu'il a ordonné à ses servantes de le baigner. Comme la vie est belle. J'étais un simple employé, et maintenant je suis ici, baigné par des beautés. Une des servantes a dit que son frère aîné revenait, et donc, qu'il devait aller se coucher plus tôt. Le gars n'a pas compris, et elle a demandé s'il faisait semblant de ne pas connaître ses frères, Léo et Antonio. Il a reconnu ces personnages qui faisaient partie de la famille Palladio. Et rien qu'au visage du gars, il était déjà clair qu'il n'avait pas de bons souvenirs. Il semblait que la prise de conscience l'avait frappé. Dans quelle famille était-il né? Ce ne pouvait pas être vraiment le jeu Psychodia. Je suis foutu. C'est le protagoniste. Il avait beaucoup joué à ce jeu ces derniers mois, c'est pourquoi il le connaissait bien. Psychodia était un jeu RPG au tour par tour, et il y jouait secrètement au travail. Et ce n'était pas n'importe quel joueur, les amis. C'était un qui passait 12 heures par jour à jouer. Et à la fin du jeu, les 5 grands péchés apparaîtraient, puis le royaume, la noblesse et les villes commenceraient à tomber en ruine. Et parmi les familles qui seraient détruites se trouvait la famille Palladio, qui était la sienne. Et pour le malheur du garçon, il s'est retrouvé dans le corps du fils le plus faible, le plus jeune. Ce personnage ne possédait presque pas de mana, sans compter qu'il subissait les brimades de ses frères aînés. Bref, de tous les endroits où il aurait pu renaître, il a atterri dans le pire de tous. Après le choc de la réalité, il s'est allongé sur son lit, espérant retrouver sa routine d'esclave d'entreprise. Tout ce que je veux, c'est retourner à mon service de 6 jours. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, faites-moi retourner dans mon monde où je suis esclave de l'entreprise. Pour que le gars préfère travailler comme employé, ce monde doit vraiment être terrible. Attends. J'ai joué à ce jeu et j'ai eu la chance de renaître 10 ans avant l'événement principal du jeu. Tout ce qu'il avait à faire, les amis, c'était d'éliminer les causes de la destruction du monde. Il connaissait l'histoire des 5 grands péchés, il n'avait donc qu'à agir pendant qu'il était encore temps. Comme il était né 10 ans avant les événements de l'histoire du jeu, ces méchants n'étaient encore que des enfants. Et ainsi 2 mois passèrent et notre protagoniste réussit à sauver l'un des enfants qui deviendrait une méchante et finit par la placer dans son orphelinat. Le chevalier Evan qui servait notre protagoniste est apparu en disant qu'il avait sauvé une fille nommée Utia. Ce n'est que maintenant que le nom du protagoniste apparaîtrait, et il s'appelait Elan de la famille Palladio. Le garçon a remercié le chevalier. L'homme borgne a demandé si c'était censé être un compliment, et notre protagoniste n'a pas dit que cette fille deviendrait l'un des 5 péchés capitaux. En essayant de faire un compliment à son chevalier, il a fait une grimace diabolique, effrayant Evan. C'était parce que le garçon avait un trait passif de méchant. Sans trop en dévoiler, vous verrez comment cela aura des conséquences pour le garçon. Il dit une chose et les gens comprennent quelque chose de complètement différent à cause de ses expressions de méchant. Il met même la main sur son visage en disant que son visage a l'air trop démoniaque même quand il ne veut pas faire ses expressions. Un peu embarrassé, le chevalier le remercie pour le compliment, et Elon n'avait choisi ce chevalier que parce qu'il savait qu'il était très loyal dans le jeu. Voulant en savoir plus, le chevalier demanda pourquoi le garçon avait sauvé cette orpheline nommée Utia. Il était devenu curieux parce que même s'il était un puissant mercenaire, cette fille l'avait quand même effrayé. Quand il l'a trouvée dans une cellule en train d'être torturée, la fille avait assez de pouvoir pour se libérer, mais même ainsi, elle est restée emprisonnée, immobile comme si elle avait choisi de rester là. Et il a aussi demandé pourquoi le jeune maître voulait la sauver puisqu'il n'y gagnerait rien. Notre protagoniste savait que cette fille était dangereuse et qu'elle deviendrait l'un des 5 péchés capitaux. Avant de perdre toute sa famille, elle faisait partie d'un clan sanguinaire qui avait fait un pacte avec une entité. À cause de cela, elle est devenue le péché de la colère, et dans le futur du jeu, elle a fini par tuer des centaines de milliers de personnes.
Mais comme il est arrivé 10 ans plus tôt dans le jeu, il a sauvé la fille avec l'intention de lui offrir une vie paisible. Bien sûr, il n'a pas parlé de ce plan au mercenaire, et la seule chose qu'il a dite sur un ton un peu mafieux, c'est qu'il avait un plan pour cette fille. Cependant, ce n'est pas encore le bon moment, a dit notre héros, expliquant pourquoi il n'était pas allé voir la fille en personne. En entendant ces mots, le mercenaire a eu très peur, et Noro a quand même dit qu'il devait s'assurer que la fille reçoive du soutien et vive une vie heureuse. De plus, il a écrit une lettre et a demandé au mercenaire de la remettre à Utia. Elle avait subi des choses horribles comme des expériences humaines et avait aussi été torturée. C'est pourquoi il lui a écrit une lettre gentille et affectueuse. Et ainsi, le mercenaire s'est immédiatement rendu à l'orphelinat pour remettre la lettre. Bien que je ne sois pas sûr que la calmer soit la bonne façon de l'empêcher de devenir une méchante, il s'est souvenu des paroles de l'archevêque, qui pourraient même avoir un effet apaisant. En débloquant cette compétence d'archevêque, il était possible de rendre Utia, la méchante du jeu, un peu plus faible. Parfois, ça ne fonctionnait pas, et elle éliminait votre personnage très rapidement parce qu'elle était extrêmement puissante. Comme elle avait un clan qui avait passé un contrat avec une entité sanguinaire, elle était très puissante. Et dans le jeu, il y a une partie où si vous n'arrivez pas à la calmer, cela déclenche une séquence de bataille très difficile. Mais comme cela ne se produirait que 10 ans plus tard dans l'histoire, notre protagoniste imaginait qu'il n'était peut-être pas trop tard. L'idée d'envoyer cette lettre était de nouer une amitié avec elle, gagnant ainsi la confiance de la fille. Comme l'objectif de notre protagoniste était de rester en vie le plus longtemps possible, il ferait tout pour que cela fonctionne. Et nous voyons que la petite Utia a bien reçu la lettre. Le mercenaire qui était près de la fille tremblait de peur en disant que son mana était incroyablement puissant. Il sentait une aura extrêmement sinistre et n'arrêtait pas de dire qu'elle était dépourvue d'émotion. Et, mercenaire. Celui qui a envoyé cette lettre est le seigneur Alon, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé pour être à ses côtés? En sentant cette énergie sinistre, le mercenaire était déjà mort de peur. Après ça, il n'avait plus qu'à passer aux toilettes pour changer de sous-vêtements. Puis il a dit à Utia que le maître avait dit que ce n'était pas encore le moment pour eux de se rencontrer en personne. Et se souvenant que notre héros avait dit cela d'une manière plutôt calme, le mercenaire l'a interprété comme une sorte de menace. Alors il n'arrêtait pas de dire que Maître Alon était très occupé, c'est pourquoi il ne pouvait pas venir lui rendre visite. Mais elle a fini par lire sa lettre et en a tiré des conclusions hâtives. Elle a dit que maintenant elle comprenait et le mercenaire, terrifié, a même touché son épée en pensant que c'était une menace de sa part. Il avait écrit dans la lettre qu'elle devait se sentir bien et ne plus être angoissée. Et elle a compris cela comme si c'était un ordre qu'il lui avait donné et a même dit qu'elle suivrait tout ce qu'il disait. Et c'est là que commencent les grands malentendus. Les amis, pendant ce temps, notre protagoniste était allongé sur son grand lit en disant qu'il voulait juste vivre une vie confortable. Il continuait de regarder la lune en disant qu'elle était très belle et avait même une couleur légèrement bleutée. Le lendemain, dans la bibliothèque, il a fini par faire tomber tous les livres sur sa tête. Le mercenaire est apparu en disant qu'il avait réussi à sauver le deuxième enfant, tout comme son jeune maître l'avait demandé. Sérieusement, tu as réussi ça sur ma tête. L'as-tu traité avec gentillesse? À ce moment-là, la porte du fond a soudainement explosé. Et celui qui est apparu était le frère aîné de Maître Alon. C'était Antonio Palladio, et il a immédiatement commencé à embêter son frère, lui donnant des coups de coude dans la tête. Et, gamin, quand ton grand frère parle, tu réponds, compris? Voulant éviter plus de problèmes, notre protagoniste a fini par s'agenouiller. À ce moment, quelque chose est passé à grande vitesse et a heurté le mur. Ce qui était passé était une dague et celui qui l'avait lancé était l'autre frère aîné. C'était Léo Palladio, le frère aîné des trois. Et on voit qu'ils ne s'aimaient pas puisqu'ils se battaient constamment pour savoir qui serait le chef de la famille. Notre protagoniste connaissait bien toute cette histoire puisqu'il avait joué à ce jeu des milliers de fois. Les deux frères se battaient férocement pour le poste de chef de famille. L'un d'eux était le roi de la pègre qui s'occupait des affaires impliquant les femmes. Vous savez que je ne peux pas en parler. En gros, il était le propriétaire d'un bordel, et l'autre s'occupait de marchandises illicites, que j'appellerais des sucreries. Et notre protagoniste s'est éclipsé discrètement car il ne voulait pas prendre part à cette folie. Le mercenaire arrangeait les cheveux de notre protagoniste car il avait été frappé à la tête. Il s'est adossé au canapé et n'arrêtait pas de dire qu'il voulait juste vivre une vie de noble, manger de la nourriture délicieuse et profiter du temps avec les femmes. Je sais que vous avez compris ce qu'il voulait dire, et le mercenaire se demandait pourquoi le plus jeune fils de la famille Paltu s'intéressait autant au sauvetage d'enfants kidnappés. C'était très étrange parce que le garçon pouvait à peine prendre soin de lui-même. Regardez la façon dont il est assis sur le canapé. Quoi qu'il en soit, le jeune maître était très particulier et a demandé s'il n'allait pas rencontrer les enfants à l'orphelinat. Mais Elon agissait avec beaucoup d'indifférence. Il a dit que c'était seulement pour sauver les enfants et les placer là pour leur donner une belle vie. Ce royaume où il vivait s'appelait le Royaume-Uni et était composé de plusieurs nations. Le marché illégal d'esclaves était concentré dans la ville de Calion, où ces enfants étaient secourus. Après que ces enfants aient été vendus, ils ont subi de nombreux abus, et à cause de cela, ces 5 enfants ont fini par devenir les 5 péchés capitaux.
Notre protagoniste ne laisserait pas cela se produire, surtout parce que ses enfants deviendraient très puissants et détruiraient tout le royaume. Mais Elon était un peu trop paresseux pour agir efficacement et n'arrêtait pas de dire qu'il n'irait pas rencontrer ses enfants, donnant l'excuse que ce n'était pas le bon moment pour les rencontrer. Alors il a fini par écrire une autre lettre et a dit aux mercenaires de la remettre à Uthia. Il avait demandé à la fille de s'occuper des autres enfants qui arriveraient. Et nous voyons qu'un autre garçon est arrivé à l'orphelinat, et il avait de nombreuses cicatrices sur tout le corps. À ce moment, Uthia s'est approchée et a demandé s'il était blessé. Elle a demandé cela à cause des cicatrices réparties sur son corps, et elle se demandait si c'était le général Black Baudet qui avait fait ça à sa famille et à son clan. C'est pourquoi tu dois être chanceux car Lua t'a choisi. La fille a dit à ce nouveau venu que Lua, qui était notre protagoniste, l'avait choisi pour être l'un de ses soldats. Et en tendant les mains et en souriant, elle a dit que maintenant il pouvait enfin servir Lua fidèlement. Et s'il faisait cela, Lua accomplirait sa précieuse vengeance. La fille croyait qu'elle faisait tout ce que son jeune maître avait ordonné et lui a même écrit une autre lettre. Dans l'une des lettres que notre protagoniste lui avait envoyées, il disait qu'il subissait les brimades de ses frères. Vous pouvez donc déjà imaginer le malentendu que cela causerait. La scène change pour le lendemain matin. Son mercenaire est apparu en disant qu'un désastre s'était produit, et notre héros était là en train d'essayer de lire ses livres. La nouvelle concernait son deuxième frère. Quoi est-il arrivé à mon frère? Le mercenaire a dit qu'il était mort, et donc des funérailles ont eu lieu. Le deuxième fils de la famille Paltuo avait cassé sa pipe. Le père de notre protagoniste était là avec ses maîtresses, tous sérieux, et il semblait que les femmes ne se souciaient même pas du fils du vieil homme qui était mort. Attends une minute. C'est vraiment étrange que mon frère soit mort à ce moment du jeu. Autant que je me souvienne, il était censé mourir de nombreuses années plus tard, lorsque les péchés capitaux seraient déjà en liberté dans le monde. Et quand il a regardé son frère aîné, il souriait de satisfaction, car maintenant il n'y avait plus personne de fort sur son chemin. Attends, qui a bien pu tuer mon frère? Serait-ce mon frère aîné? Une année s'était déjà écoulée, et les enfants grandissaient à l'orphelinat. Cette affaire de pègre avec les sucreries et la mafia a fini par passer au premier frère, et il a pris le contrôle de tout, à la fois les bordels et les sucreries. Pendant ce temps, notre protagoniste cherchait les autres enfants. Et pendant toute cette année, il a continué à échanger des lettres avec Uthia, et elle continuait de lui envoyer des nouvelles des autres enfants. Il a demandé à Evan si les enfants étaient bien traités, et l'homme a répondu que oui. À ce moment-là, il a jeté des papiers sur la table et a dit qu'il enquêtait pour savoir qui avait tué son frère. Les indices pointaient vers un culte maléfique et il ne se doutait pas que c'étaient les enfants de l'orphelinat. Mais notre héros voulait vivre une vie paisible sans trop de soucis. Pendant ce temps, nous voyons qu'une bataille avait lieu. La scène s'est déplacée vers le site de distribution des sucreries et l'homme chauve n'arrêtait pas de dire que le fils aîné de la famille Paltuo était très généreux. À ce moment, quand ils sont sortis, ils ont remarqué que tous les autres soldats avaient perdu la vie. Ceux qui étaient encore en vie n'arrêtaient pas de dire que leurs mains bougeaient toutes seules, et à cause de cela, ils se poignardaient. La fille blonde était surprise parce que son ami chauve était aussi pris par ce sort, et ils ont commencé à s'attaquer. Une silhouette encapuchonnée est apparue en arrière-plan en disant que le spectacle de marionnettes était très divertissant. Ceux qui étaient là étaient Uthia et Deus, ce garçon couvert de cicatrices. Ils étaient en train d'éliminer toute l'organisation mafieuse du frère aîné de notre protagoniste. C'était parce que cette organisation avait aussi l'intention de vendre des enfants, et ils avaient déjà vécu cela. Uthia a souri à Deus et a dit que maintenant qu'il avait éliminé cette organisation, le chemin de Lua serait plus facile, et les garçons ont simplement acquiescé. Et de cette manière, ils ont disparu de là après avoir accompli la mission au clair de lune. Ils ont dit que tout ce qui était fait l'était grâce à la volonté de Lua, et finalement, ils ont provoqué une explosion à cet endroit des sucreries. Tout ce qu'ils faisaient était pour le Lua bleu, aussi connu sous le nom d'Alon Palatia, notre protagoniste. Et nous voyons qu'ils ont laissé une marque de lune sur le site. Pendant ce temps, notre protagoniste ne savait rien, les amis. Et ainsi 2 ans passèrent, et notre protagoniste continuait de répondre aux lettres de Uthia. Le mercenaire courait à travers le palais à la recherche du jeune maître. Enfin, je vous ai trouvé, jeune maître. Qu'y a-t-il, Evan? Me cherchais-tu? Il avait de bonnes nouvelles. Le 5e enfant avait été envoyé à l'orphelinat. Ainsi, les 3 péchés restants avaient été sauvés, et le garçon était très heureux. Viens, Evan. Prenons le thé de l'après-midi. Et le gars était déjà tout content, agissant comme un petit chien, sautant pour attraper les sucreries. Ce sont de vraies sucreries, les amis. Elon a dit que son mercenaire avait fait un excellent travail et qu'il pouvait maintenant se reposer un peu. L'homme a demandé au jeune maître si la mission de l'orphelinat était terminée, et il a répondu que oui. N'êtes-vous pas heureux, jeune maître? Vous avez l'air un peu triste. Mais notre protagoniste a dit qu'il était heureux. Oui. Et il a même montré avec sa main qu'il avait un sourire, et il faudrait zoomer beaucoup pour voir ce sourire. Rappelez-vous qu'il a le passif du méchant, les amis. Donc, peu importe ce qu'il dit, il aura toujours l'air d'agir comme un méchant. Puis il s'est étiré, et après s'être allongé, il a pensé qu'il avait été beaucoup plus facile qu'il ne l'imaginait de rassembler ses enfants.
Cela n'a pris que 3 ans. Tous ces enfants avaient subi d'immenses tortures, et à cause de cela, ils avaient connu une fin tragique en devenant les péchés capitaux. Et cette chance de les sauver serait très bonne pour qu'ils n'aient pas cette mauvaise fin. C'est pourquoi il a créé un orphelinat pour qu'ils puissent y vivre heureux et en paix. Il a demandé à Evan comment allait l'orphelinat, et le mercenaire a répondu que tout fonctionnait parfaitement. Parfaitement. Au début, les enfants ressemblaient à des poupées cassées, mais maintenant ils agissaient très joyeusement. Et l'homme a demandé si notre héros n'allait pas voir les enfants, et il n'arrêtait pas de dire non tout en ouvrant une lettre. Il ne s'attendait pas à ce que Yutia Sen soit si bien sortie, car elle était l'un des pires péchés capitaux, sinon le pire. Et d'après les lettres, il semblait que Yutia était devenue une enfant très gentille. Il a continué à lire les lettres et a réalisé que les enfants vivaient en effet très heureux. Il les appelait des enfants, mais c'étaient déjà des adolescents, les amis. C'est si bon de les voir si bien grandir, a dit notre héros. Le mercenaire a de nouveau chuchoté à l'oreille de notre protagoniste, lui demandant s'il n'allait pas voir les enfants. Quel type agaçant. Il n'arrête pas de me demander ça. Je ne sais pas, les amis. Je pense qu'il a un peu peur de voir ses enfants. C'est pour ça qu'il ne va pas leur rendre visite. Et c'est exactement ça. Il n'arrêtait pas de dire que les péchés capitaux dans le jeu étaient terrifiants. C'est pourquoi il ne voulait pas vraiment leur rendre visite. Eh bien, Evan, peut-être que dans environ 5 ans, il sera plus approprié que je leur rende visite. La vérité, les amis, c'est que notre protagoniste était un peu lâche car il n'avait pas beaucoup de mana. Et peu importe combien il s'entraînait, il ne pouvait pas lancer de sorts puissants. Il continuait même à essayer de s'amuser avec la magie. Et Evan a demandé si par hasard le jeune homme avait entendu parler de la Blue Lua. Le jeune homme a dit qu'il n'avait jamais entendu parler. Et Evan a dit que dernièrement, un groupe criminel utilisait ce nom. On a alors expliqué à notre protagoniste que ce groupe, la Blue Lua, avait éliminé plusieurs organisations criminelles. Mais dernièrement, jeune maître, il tuait aussi des nobles. Cela a effrayé Alon, et il a même arrêté d'utiliser sa magie d'entraînement. Notre protagoniste était lâche, et maintenant il ne voulait vraiment plus quitter sa maison. La scène a changé pour plus tard dans la nuit. À l'orphelinat, les enfants tenaient une réunion pour discuter du rapport d'activité mensuel. Ite était devenue la chef de cette organisation appelée Blue Lua, et la fille aux oreilles de chat a dit qu'elle s'était déjà occupée de l'organisation du Nord. C'était le péché d'orgueil, Séolran. Elle a même miaulé comme un chat et a dit qu'elle avait vaincu tous les marchands d'esclaves. Elle a sauté, faisant un saut périlleux, et a dit qu'elle adorait la tenue qu'elle avait réussi à leur voler. Le péché d'avarice, nommé Ini, a dit que tous les corps avaient également été dissous. Et enfin, le garçon dans les escaliers a dit que l'organisation criminelle du Sud avait aussi été éliminée. C'était parce que cette organisation avait des laboratoires illégaux qui pratiquaient des expériences humaines. Tout le monde avait été pulvérisé jusqu'à être méconnaissable. C'était le péché d'obsession, Reden. La chef de la secte a dit qu'ils avaient tous fait un excellent travail grâce à la volonté de la Blue Lua. Cette organisation n'existait que pour accomplir les vœux de la Blue Lua, qui était la personne qui les avait tous sauvés. La fille a fait une tête un peu folle en disant qu'ils devaient maintenant attendre la nouvelle mission que Elon leur enverrait. Cependant, ils avaient un problème. Ce garçon, Dia, n'arrêtait pas de dire que pendant qu'il effectuait le nettoyage dans le sud, il avait fini par obtenir des informations. Puis il a expliqué à Yutia qu'une organisation prévoyait d'éliminer le jeune maître de la famille Palladio. Elle a immédiatement commencé à émettre une aura rougeâtre et à demander si c'était sérieux. Les autres péchés étaient terrifiés par elle, car elle était extrêmement puissante. Dans la lettre, il était écrit qu'après la mort du comte, il devait être empoisonné et éliminé discrètement. En gros, le frère aîné de notre protagoniste prévoyait de tuer son propre père puis d'éliminer son jeune frère, qui est notre héros. 2 ans s'étaient écoulés, et le père de notre protagoniste est mort de cause dite naturelle, entre guillemets. N'est-ce pas? Les gens disaient que la cause officielle était une crise cardiaque, mais notre protagoniste savait qu'un usage excessif de sucreries pouvait avoir de mauvaises conséquences, si vous voyez ce que je veux dire. Le frère aîné de notre héros parlait à ses subordonnés, disant qu'une partie de leur organisation avait été attaquée la nuit dernière. Et l'homme là-bas a dit que c'était probablement cette secte appelée Blue Lua, le comte de la famille Palladio. Le type était si méchant que personne n'a pleuré à ses funérailles. Et pendant que notre protagoniste partait, nous avons vu que son frère aîné l'observait alors qu'il prévoyait d'éliminer Elan. Evan a demandé au jeune maître ce qu'il comptait faire maintenant, et notre protagoniste soupçonnait déjà que son frère essaierait de l'éliminer. Il a donc prévu de se rendre dans une ville de l'extrême sud. Et après avoir tendu une valise à Evan, il lui a dit de préparer ses affaires car ils allaient voyager et de s'assurer de tout emballer. Nous ne laisserons rien ici. Nous partons et ne reviendrons jamais dans la capitale. Evan a demandé s'il voulait aller dans la ville de Hand. En fait, il avait prévu d'aller dans un petit village du sud dans le comté de Palladio, qui appartenait à sa famille. Et alors qu'il partait, nous avons vu la silhouette de quelqu'un qui regardait par la fenêtre. C'était son frère aîné, plein de colère. Après être arrivé au petit village, notre protagoniste a fini par prendre une collation et a même dit que c'était génial d'être un noble car il pouvait acheter les meilleurs ingrédients. Si j'étais dans un monde comme celui-ci et que j'étais riche,
je voudrais aussi vivre une vie facile. Je ne voudrais rien savoir de la guerre ou de la destruction. 3 jours s'étaient écoulés, et il a reçu une terrible nouvelle. Son frère aîné était mort. Mon Dieu, qu'est-ce ce qui se passe? Tout le monde autour de moi perd la vie. En plus, il est mort trop tôt. Il n'était pas censé mourir à ce stade de l'histoire. Il se demandait même qui avait poignardé le cœur de son frère, car c'est ce que les gens disaient qu'il s'était passé. Il a demandé à un serviteur s'il savait par hasard quelle organisation avait fait ça, mais l'homme était terrifié, et tous ceux à qui il demandait tremblaient de peur. Pourquoi tout le monde a si peur de moi? Je ne comprends pas. Evan est venu voir le jeune maître en l'appelant. Eh, l'ami, as-tu découvert quelque chose? Evan a mentionné que Avalon, qui était l'organisation mafieuse de ses frères, avait été détruite en une nuit et a même demandé si notre héros y était pour quelque chose. Ah, je vois. Tout le monde pense que j'ai tué mon père et mon frère juste pour devenir le comte de la famille Palladio. C'est pour ça qu'ils ont peur. 3 jours plus tôt, il avait quitté la capitale pour se rendre dans une petite ville du sud, et peu de temps après, son père avait perdu la vie. La scène est ensuite revenue à ces jours précis, et notre protagoniste était un peu nerveux car son chevalier avait dit que de mauvaises choses pourraient arriver dans la capitale. Mais Elon pensait que rien de mal ne pouvait arriver puisqu'il s'était déjà occupé des péchés capitaux, et qu'il n'était plus ses enfants torturés. Au contraire, ses enfants vivaient paisiblement à l'orphelinat, donc ils ne pouvaient pas devenir des méchants. De plus, ce manoir dans la petite ville du sud était très bien protégé, donc il ne pouvait pas être attaqué par l'organisation qui poursuivait sa famille. Eh bien, je veux vivre une vie paisible, donc la meilleure façon est de rester loin de la capitale et de vivre seul. Evan a demandé pourquoi notre protagoniste s'enfuyait, et il a répondu qu'il avait une bonne raison. Mais Evan ne l'a pas cru et a continué à dire que c'était juste la paresse de notre héros. Vous êtes un jeune maître paresseux. Même aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas allé rendre visite aux enfants à l'orphelinat. Et comme c'était un flashback, nous avons vu ce moment précis où son frère le regardait par la fenêtre. Il voulait tuer son jeune frère, mais comme il fuyait vers le sud, il a pensé que ce n'était peut-être pas le bon moment. Et comme son père et son deuxième frère étaient morts, il deviendrait sûrement le chef de la famille Palladio. Un serviteur est apparu à genoux, et il a envisagé l'idée d'annuler l'ordre de tuer son jeune frère. Peut-être que ça ne valait pas la peine, et il devrait se concentrer sur l'organisation qui attaque Avalon, qui était son affaire mafieuse. Et tout en s'agrippant à la rampe, il n'arrêtait pas de dire que son jeune frère l'irritait tout simplement. Et il ne savait pas pourquoi, mais il n'a pas abandonné l'idée. Et il a ordonné à son assassin de suivre cette voiture. Pourquoi, maître? Souhaitez-vous éliminer votre jeune frère? Quoi? Me remets-tu en question? L'homme s'est mis en colère car les assassins ne sont pas censés remettre en question leur maître. Et nous voyons que l'homme là-bas a dégainé son épée. Furieux, Léo n'arrêtait pas de dire au garçon d'aller simplement là-bas et d'éliminer son jeune frère. Mais à ce moment-là, il a fini par être poignardé à la poitrine. Ah, comment oses-tu me trahir, espèce de salaud? Le garçon a dit qu'il avait toujours aimé jouer à des jeux de guerre, mais c'était raidant. Il était membre de l'organisation Blue Lua, et il idolâtrait notre protagoniste. Ils étaient extrêmement reconnaissants parce que notre héros les avait sauvés. Et l'homme a aussi dit, si quelqu'un ose faire du mal au grand Lua, cette personne sera éliminée. Et il a fini par faire exactement cela, éliminant le frère aîné des Élans. L'homme avait agi comme espion pendant 2 ans, attendant de voir si le frère aîné de notre héros avait vraiment l'intention de le tuer. Et maintenant qu'il a confirmé qu'il voulait vraiment tuer la Blue Lua, il allait détruire toute l'organisation Avalon. Et l'homme n'arrêtait pas de dire que c'était dommage que son frère ait trahi notre héros, car, selon lui, le protagoniste avait donné à cet homme une chance de vivre, mais il avait fini par trahir la famille. Dans l'esprit des membres de cette secte, notre protagoniste était un grand stratège. Bien qu'il n'ait aucune idée que notre héros était en fait un idiot au cœur tendre. Quelques jours s'étaient écoulés, et il s'est réveillé en se sentant heureux. Il était toujours là, dans ce village du sud. Et pendant son petit déjeuner, il n'arrêtait pas de dire que le temps à cet endroit était très agréable. Vraiment, la vie d'un noble est magnifique. À ce moment-là, Evan a dit qu'une lettre était arrivée. Et quand il l'a prise pour la lire, l'homme était terrifié et a même fait tomber un morceau de nourriture par terre. C'est à ce moment-là qu'il a découvert que son frère était mort, son paradis paisible à la campagne n'avait duré que 3 jours. Les amis, nous sommes donc revenus au présent, où tout le monde là-bas était terrifié par lui. Tout le monde imaginait qu'il avait ordonné l'élimination de son frère et aussi de ses parents. Et jeune maître, est-ce vraiment vous qui avez ordonné l'élimination de toute l'organisation Avalon? Il se tenait là, la tête baissée dans le coin, espérant que rien de mal ne lui arriverait. Comme cette organisation avait tué des nobles et même des membres de sa famille, l'homme était terrifié à l'idée d'être tué lui aussi. Mais Evan a dit que la seule personne qui avait bénéficié de tout cela était Elan lui-même. Maintenant que toute sa famille avait disparu, il était le seul survivant et pouvait devenir le comte de la famille Palladio. De plus, les organisations criminelles de sa famille comme celle de notre protagoniste avaient également pris fin, il n'aurait donc plus à faire face à des menaces pour son pouvoir. Evan soupçonnait également que son jeune maître était derrière tout cela et a même changé ses vêtements sur place, plaisantant pour essayer de remonter le moral de notre héros.
Il existe une organisation capable d'enterrer des géants de la pègre en moins d'une journée, tout comme ce qui est arrivé à l'organisation Avalon. Et, Evan, es-tu sûr que cette organisation ne viendra pas aussi me chercher? Ah, vous parlez de l'organisation Blue? L'homme a dit que ce n'était peut-être pas la Blue Lua qui avait tué son frère. C'était parce que cette organisation ou secte avait l'habitude de laisser une marque bleue sur les corps de ceux qui l'éliminaient. Mais l'organisation Avalon avait été détruite par des épées et non par la magie. C'est pourquoi tout le monde là-bas disait que ce n'était pas l'organisation Blue Lua qui avait fait ça. Même avec ces explications, Alon n'y croyait pas tout à fait et pensait que la secte Blue Lua était assez trousse, voulant l'éliminer. Non, mon garçon. Il t'idolâtre. Bien au contraire. Yutia a demandé s'il avait laissé une trace, et la fille aux cheveux verts a répondu qu'il n'avait laissé aucune trace. Personne ne saurait jamais que c'était eux qui avaient éliminé le frère du protagoniste. Avec une épée pleine d'énergie, la fille a dit qu'elle n'avait laissé aucune trace non plus. Même si elle avait tué de nombreuses personnes, elle n'avait laissé aucun résidu magique qui pourrait révéler que c'était la Blue Lua qui l'avait fait. À ce moment-là, Deus est arrivé et a dit qu'il avait éliminé 486 hommes des forces des Avalon. Cet autre garçon est également apparu et a dit qu'il avait agi selon les ordres du patron. Ils avaient éliminé toutes les organisations criminelles de la famille Palladio en moins d'une demi-journée. Souriant malicieusement, Yutia a dit que c'était très bien pour le jeune maître et qu'il faisait tout selon sa volonté. Cette organisation Avalon, qui appartenait aux frères aînés d'Alon, avait causé beaucoup de destruction dans les royaumes plus pauvres. Mais le garçon aux cheveux blancs a dit que le nettoyage n'était pas encore complètement terminé. C'était parce qu'il avait trouvé d'autres nobles impliqués avec Avalon. Et ces nobles appartenaient au duché d'Aya, et ils avaient un vaste réseau dans la pègre. Yutia a fini par lire cette information et a reconnu cette famille. Bon, tout le monde, vous savez déjà ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Nous devons tous y aller et éliminer la famille Alsa. Et le garçon qui avait tué le frère de notre protagoniste a dit qu'il devait s'assurer que tout le monde soit éliminé discrètement. Yutia a soupiré et a demandé à l'autre fille si la guilde d'information était complètement propre. Comme la secte Blue Lua attirait trop l'attention, il ne voulait pas agir d'une manière qui montrerait clairement que c'était eux qui étaient derrière tout ça. C'est pourquoi Deus n'arrêtait pas de dire qu'il agissait comme toutes les autres guildes, en éliminant uniquement avec des épées. Et en souriant, Yutia a dit que c'était grâce à la volonté de Maître Alon, car il ne voudrait pas attirer trop l'attention sur lui. Deus trouvait les ordres que Yutia donnait quelque peu suspects, demandant si Maître Alon voulait vraiment cela. Alors la fille a dit qu'ils n'étaient tous que les épées du jeune maître et qu'il faisait tout ce qu'il ordonnait. Et elle n'arrêtait pas de dire que l'organisation Blue Lua ne devait agir que sous les ordres d'Alon. Et il le faisait parce qu'il lui devait la vie. C'est pourquoi aucun de vous ne doit jamais le décevoir. Mais Deus ne comprenait pas pourquoi quelqu'un d'aussi puissant que Yutia avait peur d'exposer son jeune maître et se demandait même pourquoi elle semblait si agitée et anxieuse, craignant de lui déplaire. Mais sans trop questionner Yutia, il accepta d'accomplir la mission d'éliminer le clan du village d'Aya, et tout ce qu'il faisait était pour la Blue Lua. La scène est revenue à notre héros, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Après la mort de son père et de son frère, il est devenu le comte de la famille Palacio et s'est plaint d'avoir trop de travail. La mort de son frère était censée se produire 6 ans plus tard dans l'histoire. À ce moment-là, plusieurs serviteurs sont arrivés, transportant des livres et des documents. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre une vie paisible. Mais voilà. Notre protagoniste devait travailler. Comme il avait le passif du méchant, tout le monde était terrifié par ses expressions faciales. Mais en vérité, il était juste fatigué, les gars, parce qu'il avait beaucoup travaillé. Evan faisait griller de la viande près de la cheminée et a appelé le jeune maître. Il a dit qu'il l'avait déjà dit plusieurs fois au jeune maître, mais que c'était incroyable de voir les efforts que notre protagoniste déployait pour utiliser la magie même s'il n'avait pas beaucoup de mana. Normalement, il faudrait 4 à 5 ans pour atteindre le 2e niveau de magie, mais il l'avait fait en seulement 2 ans. Notre protagoniste ne s'entraînait à la magie que parce qu'il avait peur de l'organisation Blue Lua, et la capacité qu'il développait était un pouvoir magique de haut niveau. Mais peu importe combien il s'entraînait, il ne pouvait pas utiliser ses sorts efficacement. Au début, c'était excitant pour quelqu'un de notre monde de pouvoir utiliser la magie dans un monde fantastique. Mais comme il n'avait pas beaucoup de mana, il devait agir prudemment car il pouvait mourir s'il dépensait toute l'énergie de son corps. Comme son noyau de mana était très petit, la magie se dissipait et il devenait triste, en se disant que ça ne marchait jamais. C'est la même chose dans notre monde aussi. Quand une personne naît avec un talent naturel, elle peut devenir bien meilleure que quelqu'un qui est simplement travailleur. Et quand on n'a pas du tout de mana, même en faisant de son mieux, on ne peut pas beaucoup progresser. Mais dans le cas des élans, c'était encore pire car il n'avait ni talent ni mana. À ce moment-là, Evan a dit qu'il avait reçu une invitation pour un bal. Il était surpris car c'était un bal de plusieurs nobles, et c'était l'occasion parfaite pour lui de nouer des liens, alors il y est allé tout endimanché. Quand il est arrivé, il s'est plaint d'être fatigué car l'invitation avait été livrée à la dernière minute. Ce bal était courant dans la région sud du royaume des Astéria. Et tout en ajustant sa cravate, le garçon n'arrêtait pas de dire que c'était l'occasion parfaite de créer des liens. Cependant, alors qu'il s'approchait des gens, il s'enfuyait de peur.
Il a même dit bonjour à un homme, mais le type tremblait de tout son corps. Ouais. Je suppose qu'il n'y a rien à y faire. Tout le monde me fuit. Evan a ri, disant au jeune maître de ne pas être si contrarié. C'était prévisible, et il savait que ce serait difficile. Tout le monde là-bas pensait qu'il avait éliminé sa propre famille pour en devenir le chef. C'est pourquoi les gens avaient si peur. De plus, le garçon avait le passif du méchant, donc il avait toujours l'air d'avoir un visage maléfique. Le garçon s'est approché d'une table, a pris un verre de vin et a commencé à parler de quelques détails de cette boisson à une fille. Mais à cause de son passif de méchant, elle le voyait comme s'il était un vilain sanguinaire parlant de vin. Mais le gars essayait d'être poli, les gars. Mais regardez la tête qu'il faisait. À cause de ça, la femme s'est mise à trembler de tout son corps. Et, mademoiselle. Attendez. Je parle juste de vin. J'ai l'impression que c'est une perte de temps d'avoir passé tout l'après-midi à faire des recherches sur le vin rouge. Et, patron. Peut-être que cette fille est juste timide. Et ainsi, il a passé la majeure partie du bal sans pouvoir parler à personne. En essayant de partir, il a dit qu'étudier le vin était inutile. Le nom Palladio était devenu beaucoup plus tristement célèbre qu'il ne le pensait, et à cause des rumeurs, il finissait par faire fuir les gens. Il était devenu quelqu'un que les autres voulaient éviter. Il a dit à Evan qu'il allait prendre l'air, et une femme aux cheveux roux l'observait de loin. Elle portait des vêtements très élégants et semblait intéressée par une pelouse. Alors il est allé sur le balcon extérieur. Où est-ce que je me suis trompé? À ce moment-là, quelqu'un l'a interpellé et a dit qu'il aimerait parler un peu d'une affaire importante. L'homme a regardé vers la porte et ne comprenait pas où se trouvait la personne qui lui parlait. Et, c'est moi, en bas. C'était Loria, la troisième fille du duché des Altea. D'accord. Désolé. Je ne vous avais pas vu. La famille Altea était l'une des 3 familles principales de tout le royaume du jeu Psychodia. Et comme cette famille était très puissante, il a tout de suite supposé que ce serait un problème. Cependant, il ne se souvenait pas de cette fille, même s'il avait joué au jeu de nombreuses fois. D'une manière assez déterminée, elle a dit qu'elle serait très directe. Elle lui a demandé de lui prêter sa force, mais quand elle a regardé le gars, il faisait cette expression de méchant, ce qui la rendit un peu timide. Alors la fille a dit qu'elle allait bientôt être assassinée, et c'est pourquoi elle voulait l'aide d'Elan Palladio. S'il ne l'aidait pas, elle perdrait certainement la vie. Alors la fille a expliqué qu'elle était protégée par son père, mais qu'il souffrait d'une grave maladie. Dès que son père mourrait, ses frères l'élimineraient certainement. À ce moment-là, il s'est souvenu de sa famille, mais il n'était pas sûr de qui était cette fille. Elle était probablement un personnage de peu d'importance pour le jeu, pourtant elle continuait d'insister pour qu'il la sauve. Cependant, il avait refusé de sauver cette fille. Elle l'a de nouveau appelé en disant qu'elle avait quelque chose à offrir en retour, mais il n'a pas accepté. Même ainsi, j'ai déjà trop de problèmes à gérer. Si je m'attire plus des nuits, je serai certainement éliminé par ce clan Lua. Et alors qu'il partait, il a remarqué que la fille était très triste. Elle était terrifiée à l'idée d'être tuée par ses frères. Alors notre protagoniste a pris une profonde inspiration et lui a dit que de bonnes choses arriveraient. Et quand il est retourné à l'intérieur du bal, nous avons vu qu'un groupe espionnait notre héros. C'étaient les orphelins qui deviendraient plus tard les péchés capitaux, et ils ont remarqué que notre protagoniste avait dit que de bonnes choses arriveraient à cette fille. Sa famille était impliquée dans le monde de la pègre, mais pas cette fille. Elle était innocente de ses crimes. C'est pourquoi Dia, qui était le nom de ce garçon, a dit qu'il savait déjà qui il devait éliminer. Ils l'ont interprété comme si notre protagoniste leur avait donné l'ordre d'éliminer la famille de la fille, ne la laissant qu'elle en vie. Mais au visage de notre protagoniste, on pouvait déjà dire qu'il n'avait aucune idée que ce culte lui était complètement dévoué. À ce moment-là, cette rousse qui avait espionné notre protagoniste est apparue. Il avait un air paresseux, mais au fond, il était content que quelqu'un ait décidé de lui parler. Pourtant, quand il a vu de qui il s'agissait, il a tout de suite su que ce serait des ennuis. Ce n'était pas surprenant que ce genre de personnage l'approche avec l'intention de profiter de sa famille. C'était Dame Zenonia, et notre protagoniste l'a saluée. Elle a demandé s'il la connaissait déjà, et le garçon a répondu qu'elle était assez célèbre à bien des égards. C'est parce que sa famille était l'une des 3 plus puissantes. Dans le royaume du Nord se trouvait la famille Ulsa, celle de cette fille. Dans le royaume de l'Est se trouvait la famille Palladio, celle de notre protagoniste. Et à l'Ouest se trouvait la famille Zenonia, qui appartenait à cette rousse. Elle était la fille aînée du comte Harry, demandant comment il était si bien informé. Elle a dit cela en rabaissant subtilement notre protagoniste, pensant que sa famille n'était rien de plus qu'une famille de mafieux. Le garçon l'a salué en disant qu'en plus d'être bien informé, il avait aussi bon goût et a ajouté qu'elle était très belle. Elle l'a remercié pour le compliment et a demandé s'il aimerait lui parler en privé. J'aimerais vous parler, oui, mais nous devons aller ailleurs car il y a trop d'yeux qui nous observent ici. D'une manière séduisante, elle a dit qu'elle irait dans un endroit plus exclusif pour parler avec lui et a même ajouté qu'elle attendait avec impatience de le revoir. Quoi? Que voulez-vous dire? On ne va pas parler maintenant? Elle a tourné le dos et est partie. Quelle fille étrange. Je pensais qu'on allait parler. Je sais exactement quel genre de discussion tu espérais, petit coquin. Les membres de la secte Louis se demandaient pourquoi cette rousse avait agi si étrangement.
Mais malgré tout, ils ont décidé de continuer à observer notre héros. Et ils savaient qu'il était observé, les gars. Ils ne savaient juste pas que c'était par ses propres adorateurs. Ils ont erré dans toute la salle de bal en pensant que leur maître, notre héros, leur donnait des messages codés. Quelque temps a passé, et notre héros a décidé d'explorer un grand canyon. Evan a demandé pourquoi le jeune maître voulait aller dans un endroit pareil. Notre protagoniste voulait obtenir un objet spécial car il devait devenir plus fort pour se protéger de ces gens qui l'espionnaient. Le garçon ne comprenait rien, les gars. Il pensait que la Blue Lua essayait de l'éliminer. C'était le labyrinthe des murmures. En résolvant les énigmes des 8 salles, il recevrait une récompense, et en souriant, il a dit qu'il avait mémorisé toutes les stratégies pour passer cette épreuve. Ainsi, ils sont arrivés à l'entrée du labyrinthe, qui avait des portes extrêmement hautes. Même s'il avait visité ce labyrinthe de nombreuses fois, c'était toujours choquant d'arriver dans un tel endroit. Et, maître, savez-vous comment ouvrir ces portes? Il a dit oui et qu'il venait souvent ici. Il a fini par faire un lapsus. Puis il a donné une excuse en disant qu'il plaisantait et qu'il savait comment entrer parce qu'il avait fait des recherches. Dans cet endroit, il y avait plusieurs démons, et s'il ne pouvait pas résoudre toutes les énigmes, il devrait affronter ces monstres. Après avoir pris une plume, notre héros a commencé à faire des inscriptions sur la pierre. Evan regardait notre héros et commentait sa capacité à agir d'une manière si froide et calculée. Le mercenaire ne comprenait rien, les gars. Comment notre héros savait-il comment résoudre ces énigmes? Et avec un rire fier, notre protagoniste n'arrêtait pas de dire qu'il avait tout résolu. Une fois la porte ouverte, ils se sont demandé ce qui les attendait. Je fais semblant d'être fort, mais en réalité, je suis terrifié. Après être entrés dans le donjon, ils ont remarqué que l'endroit était complètement rempli d'artefacts magiques et de trésors. Il y avait de nombreux objets, mais notre protagoniste a dit qu'il ne prendrait qu'une bague noire et partirait. Sérieusement, maître, vous n'allez prendre que ça. Vous ne voulez pas prendre ces lingots d'or? Cette bague était un objet appelé restriction, et il a confirmé à Evan qu'il ne prendrait rien d'autre, seulement la bague. Et l'homme avait l'air triste parce qu'il voulait prendre cet or. Après avoir quitté cette pièce, ils ont réalisé que ces statues gigantesques étaient en fait des golems de pierre. Evan était déjà terrifié, disant qu'il devrait se battre contre ces monstres. Mais notre protagoniste, maintenant qu'il avait la bague, a dit qu'il s'occuperait de ces créatures. Evan savait que le jeune maître n'était pas si fort. Il se mettrait en danger. Et quand le golem de pierre a chargé sur Elan, Evan s'est mis à crier, craignant que son jeune maître ne meure. J'ai imposé la restriction. À cet instant, l'endroit tout entier s'est figé dans le temps. C'était le fragment qui a hérité de la grande volonté divine. C'était comme s'il avait invoqué un être mythique en ce lieu. Seul notre protagoniste pouvait le voir, mais une fenêtre de choix est apparue, et avec elle une divinité, qui je crois était le système d'exploitation du jeu. C'est comme si la voix me faisait percevoir cet endroit comme la réalité. Cette divinité lui a dit de parler. Puisqu'il avait cette bague, qui était un objet volé dans le jeu, toute sa magie serait exécutée par des signes de la main et la parole. Ce pouvoir était si absurde qu'il déformait les lois du monde. Et après qu'il ait fait sa demande, la divinité a accordé la permission puisqu'il était là, faisant le signe avec ses petites mains. Regardant vers le haut, il a prononcé d'autres mots magiques. La divinité lui a accordé ce souhait, et il s'est souvenu de toutes les lignes de sorts de l'époque où il jouait au jeu. La divinité a demandé ce qu'il souhaitait accomplir avec cela, et il a dit qu'il désirait le permanent. Cette partie-là, c'est de la pure philosophie, les gars. Et j'avoue que je ne comprenais plus rien. Même le protagoniste ne comprenait pas. Il se tenait là, l'air confus, se demandant si cela avait fonctionné. Il s'est souvenu que cette partie du jeu avait été retirée de la version finale car c'était essentiellement un bug. Cependant, il semblait qu'il ne l'avait pas complètement retiré, et ses incantations magiques ont fini par fonctionner. Maintenant, il avait hérité de la volonté. Une lumière a commencé à briller autour de sa main, et la bague a été activée. Revenant au présent, l'homme, Evan, criait désespérément, craignant que le jeune maître ne meure. C'est parce que plusieurs golems fonçaient sur lui. Notre protagoniste était totalement confiant, et à ce moment-là, il a décidé d'utiliser la capacité qu'il venait d'acquérir. Il a récité les mots magiques et a invoqué l'orbe de foudre originelle. Peu importe combien il s'entraînait, il ne pourrait jamais atteindre ce pouvoir par lui-même. Les monstres arrivaient, assoiffés de sang, et le garçon avait invoqué cette orbe électrique qui accumulait de la puissance. Le prix pour obtenir ce pouvoir absurde était de devoir faire les signes de la main et de réciter des mots magiques. Et ainsi, il a fini par lancer ce sort électrique. Le choc a été si violent qu'il a provoqué une explosion massive à l'intérieur du donjon. Même notre protagoniste ne savait pas que le pouvoir serait si destructeur. Et ensuite, il a invoqué un autre orbe, cette fois d'un bleu plus foncé. Diffraction. Pour que ce pouvoir fonctionne, il devait effectuer plusieurs symboles de la main et aussi réciter des mots magiques en lançant la sphère d'énergie. Je ne sais pas pour vous, mais ça ressemble à une copie totale de Jujutsu, rappelant les attaques de Gojo. Evan était surpris et complètement abasourdi. Les golems de pierre étaient censés être immunisés contre les attaques électriques, mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
Notre protagoniste a réussi à électrifier tous les monstres, et le coup était si puissant que les créatures ont commencé à exploser en poussière. Et en quelques secondes seulement, tous les monstres ont été éliminés. Il ne restait rien, les gars. Pas un seul nest resté pour raconter l'histoire. Et, jeune maître, ce que vous venez de faire était insensé. Vous cachiez ce genre de pouvoir depuis tout ce temps. En 15 ans en tant que mercenaire, je n'ai jamais rien vu de tel. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez si fort? Et, maître, était-ce le niveau 2? Notre héros a dit oui. Il avait cette expression sérieuse, mais au fond, il était terrifié par le pouvoir qu'il venait de déchaîner. Il nous est expliqué que dans le jeu Psychodia, qui fonctionnait au tour par tour, les sorts étaient lancés par des symboles de la main ou des phrases. Il avait essayé d'utiliser le sort des chaînes de foudre, mais il l'avait fait en utilisant cet anneau, qui améliorait et imposait des restrictions. C'est pourquoi la magie était devenue si puissante. Il n'avait pas imaginé que cela causerait une destruction aussi massive à cause de la restriction que cette déesse avait imposée. Pour tous les sorts, il devrait les invoquer en utilisant des phrases et aussi des sauts manuels. Pour ceux qui n'ont pas compris, certains sorts spécifiques nécessitaient l'utilisation de ces phrases et de ces sauts manuels. Mais maintenant, notre protagoniste devrait utiliser cela pour chaque sort, même les plus faibles. Cependant, en retour, il deviendrait beaucoup plus puissant. Après avoir quitté le donjon, il n'arrêtait pas de penser au grand pouvoir qu'il avait acquis. Quand ils sont sortis, Evan était complètement épuisé, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que la journée soit aussi mouvementée. Il a même demandé qui était le salaud qui avait construit un tel donjon. En y réfléchissant, le labyrinthe des murmures avait un autre titre. Notre protagoniste n'arrêtait pas d'y penser. C'était parce que dans les premiers jours, lorsque le jeu était sur le point de sortir, les joueurs avaient donné un surnom à cet endroit. Il a dit à Evan qu'il avait entendu dire que ce donjon était surnommé Palon. À ce moment-là, il a dissimulé, disant à Evan qu'il devait retourner rapidement à l'est. Le garçon n'arrêtait pas de parler de choses du jeu au personnage, puis il a réalisé qu'il en avait trop dit. Tout en guidant son mercenaire, il se disait qu'il ne pouvait pas se tromper dans les signes de la main, sinon la magie échouerait. Il a même trouvé ça étrange parce qu'il avait essayé d'utiliser un sort très faible et simple du jeu, mais en réalité, la magie s'est avérée beaucoup plus puissante. Il s'est même demandé si c'était à cause de cet objet spécifique. Eh bien, je dois être vraiment doué pour contrôler le mana pour faire des changements aussi expressifs dans le jeu. Ouais, mon garçon. Je ne pense pas que ce soit toi qui sois doué. Je pense que c'est l'objet qui est surpuissant. Après être retourné à leurs chevaux, il a pensé qu'il attendrait que son mana se régénère avant d'essayer à nouveau d'utiliser la magie. Et nous avons vu que la fille aux cheveux verts avait espionné notre protagoniste tout ce temps. Et après son départ, elle a décidé d'aller au donjon pour enquêter. En arrivant là-bas, elle a remarqué ces écritures de l'Ancien Empire. Elle a même retiré sa capuche. Elle pouvait les lire, et c'était écrit à un ami qui serait abandonné par le lâche Palon. Après avoir lu ces mots, elle a semblé comprendre que ce Palon n'était pas n'importe quel personnage, pas n'importe qui, mais un maître légendaire. Elle a même ri parce que notre protagoniste venait de quitter le donjon en utilisant les pouvoirs de ce mage. Ce Palon avait combattu d'innombrables démons et avait sauvé le monde il y a des milliers d'années. En d'autres termes, il n'était pas juste un mage sans scrupules qui créait de la magie avec des sauts manuels embarrassants comme notre protagoniste devait le faire. À cause de cela, Rian en est venu à croire encore plus que notre héros était un homme suprême. Eh bien, puisque Palon a créé ces sorts puissants et que notre maître peut les utiliser, alors il est sûrement aussi légendaire que lui. Et ce guerrier était si légendaire que même la reine de sang était allée lui rendre visite. Et elle a même dit que Yutia avait eu raison depuis le début, car notre héros était vraiment un être suprême. La magie qu'il avait utilisée était si puissante qu'elle n'était même pas consignée dans l'ancienne bibliothèque. Par conséquent, il était probable que cet homme soit bien plus légendaire que tout le monde dans la secte ne l'avait imaginé. Elle a quitté le donjon convaincue que son maître était vraiment quelqu'un de magnifique. Et complètement émerveillée, elle n'arrêtait pas de dire que la Lune Rouge avait eu raison depuis le début. La Lune Rouge était Yutia, et elle s'est même sentie gênée d'avoir suivi ses ordres si aveuglément tout ce temps. À ce moment-là, elle s'est retournée et a demandé s'il était arrivé. Celui qui était là était Dia, et elle lui a demandé s'il avait réussi à obtenir l'information. L'homme a dit que non, qu'il avait éliminé les espions qui suivaient notre protagoniste. Il avait tué l'homme si rapidement qu'il n'avait même pas pu obtenir les informations nécessaires. Rian a même dit qu'il vaudrait mieux qu'il ne tue pas les gens si vite et essaie d'abord d'extraire les informations. Et juste après ça, ils sont partis en direction de l'orphelinat. La scène est passée au comté de Zanonia. En buvant du thé, la rousse a dit que ce n'était pas juste une rumeur. Ce garçon, il n'était pas juste une personne sans émotion. Il savait aussi comment jouer le jeu politique. Le comté de Zanonia était très connu, mais dans cette conversation qu'il avait eue, il avait dit que ce n'était pas son père qui contrôlait tout, mais plutôt elle qui faisait de son propre père une marionnette. Et c'était très étrange qu'il ait dit ça. Et elle a demandé à son père si ce garçon bluffait seulement. Son père est resté silencieux en écrivant une lettre, et après avoir utilisé un sort, nous avons vu qu'elle contrôlait en effet son père comme une marionnette. Et après avoir claqué des doigts,
il est entré en transe et a commencé à écrire frénétiquement. Riant méchamment, elle cesse de demander comment ce garçon avait découvert qu'elle faisait ça à son propre père. Elle avait aussi remarqué qu'il y avait d'autres espions qui observaient l'homme en plus de celui qu'elle avait envoyé. À ce moment-là, quelqu'un est apparu en l'appelant. La femme a dit au serviteur de dire rapidement ce qu'il avait à rapporter, puis il l'a emmené dans une pièce, et nous avons vu qu'il y avait quelqu'un de sans vie là-bas. Comme le sceau magique sur ce corps n'avait pas été activé, cela signifiait que le serviteur n'avait pas révélé ses secrets. Elle croyait déjà que celui qui était derrière tout ça était Elan Palladio lui-même. On vient de se rencontrer, et il me prend déjà à la gorge. Pendant ce temps, notre héros ne savait rien. Ce qui était derrière tout ça, c'était cette secte Blulua. La scène est ensuite passée au duché des Altea. Cette fille a dit que Elan n'était vraiment pas une personne ordinaire. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le noble de la pègre. Même quelqu'un d'aussi puissant que son père avait fini par succomber à notre héros. Elle savait qu'elle serait tuée par ses propres frères, c'est pourquoi elle lui a demandé de l'aide. À cause de ça, la fille n'aurait jamais imaginé que notre héros accepterait de l'aider, car elle n'avait pas grand-chose à offrir. Ses frères lui avaient enlevé toute sa richesse et son pouvoir. Avec ça, il ne lui avait rien laissé. La pauvre. Elle n'avait survécu jusqu'à présent qu'en s'accrochant à la pitié de son père. Quand elle est rentrée chez elle, ses servantes lui ont annoncé la nouvelle. La servante a dit que ses frères s'étaient suicidés, et elle a été immédiatement choquée par la nouvelle. C'était très étrange que ses frères fassent une chose pareille. Alors la fille a déjà commencé à penser que quelqu'un devait être derrière tout ça. À ce moment-là, l'une des servantes a crié fort. C'était parce que les autres frères de la fille étaient aussi sans vie. Est-ce que ça pouvait vraiment arriver? Celui qui était derrière tout ça était le garçon aux cheveux blancs. Et il a dit que le nettoyage était terminé et qu'il l'avait fait pour le jeune maître Alon. Et il est donc parti sans laisser de traces. Cette fille était la seule survivante de toute sa famille et s'est alors souvenue du jeune Alon lui disant que de bonnes choses lui arriveraient. Elle a pensé qu'il avait seulement fait semblant de ne pas vouloir l'aider, mais à la fin, il l'avait aidé aussi vite que possible. Était-ce ce qu'il voulait dire? Puis, du jour au lendemain, elle était devenue la seule héritière du duché. Et bien sûr, elle était terrifiée. Avec quel genre de démon absurde ai-je passé un contrat? Maintenant, je suis condamné. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Que se passera-t-il si je le trahis? Beaucoup de choses terribles pourraient m'arriver. Bon, je n'ai pas le choix. Je dois suivre le chemin que j'ai emprunté. 2 mois s'étaient écoulés et notre héros vivait paisiblement jusqu'à ce qu'il reçoive un cadeau de la duchesse des Altea. Et ce qui l'a impressionné, c'est que c'était un vin très cher. On disait qu'une seule bouteille de ce vin coûtait des milliers de pièces d'or, et il y avait même une lettre signée avec un grand respect. Altea. Pourquoi a-t-elle décidé de me faire ce cadeau? Êtes-vous sûr que c'est pour moi? Et le majordome a dit oui. La duchesse elle-même avait demandé qu'il lui soit livré personnellement, laissant notre protagoniste sous le choc. Puis il a reçu l'information que cette fille était devenue la duchesse et avait passé les 2 derniers mois à travailler dur maintenant qu'elle était le chef de la famille. Après la mort de son père de maladie, ses frères l'auraient probablement tuée, mais ils ont été tués les premiers. Comme elle était à ce bal, elle a réussi à éviter les soupçons, et il y avait aussi une organisation qui éliminait les familles impliquées dans des activités criminelles, donc elle avait un alibi solide. La fille a même pensé que si elle n'agissait pas selon la volonté de Maître Alon, elle serait aussi exécutée. Et ce qui l'effrayait, c'était de réaliser qu'il avait réussi à utiliser toutes les situations en sa faveur. Dans son esprit, notre protagoniste était un super méchant même s'il n'était coupable de rien de tout ça. Il a plusieurs longueurs d'avance sur moi. Il a dû m'aider parce qu'il avait besoin de ma famille pour réaliser ses propres plans. Elle avait passé les 2 derniers mois à unifier toutes les organisations qui étaient sous le nom de sa famille. La fille imaginait que Elan Palacio voulait bâtir son pouvoir à travers des affaires de la pègre. C'était la réputation infâme qu'il se créait, même si le véritable objectif de notre protagoniste était simplement de vivre une vie facile. La fille a même regardé les portraits des générations précédentes de sa famille et a pensé qu'elle devait agir selon la volonté d'Alon pour éviter d'être tuée. Elle imaginait même que son nouveau maître la contacterait bientôt et espérait qu'il avait aimé le vin qu'elle lui avait offert avec tant de soin. Avec soin, mon œil. Elle était morte de peur. C'est la vérité. Après avoir livré le vin à notre protagoniste, le majordome a dit qu'il prendrait congé. Donc, toute sa famille est morte, et maintenant elle est la duchesse. Sur ce, quelques mois de plus passèrent et l'hiver arriva. Il restait 5 ans avant le véritable début de l'histoire originale. Quelqu'un est apparu en disant bonjour au maître. Non, pas maître, pardon, comte maintenant. N'est-ce pas? Notre héros était devenu le comte de la famille Palacio, et son plan de vivre une vie paisible est tombé à l'eau. Il avait même des privilèges de noble, mais il devait travailler dur pour maintenir la famille. Evan avait apporté une lettre de Utia et lui a demandé s'il avait trouvé des informations sur les assassins de son frère, et Evan a dit qu'il n'avait encore rien découvert. La seule chose qu'il avait découverte était que la motivation derrière les assassinats n'était peut-être pas la vengeance. Il voulait juste savoir qu'il avait fait pour pouvoir se préparer. L'homme, en vérité, était terrifié à l'idée d'être tué aussi. Et le mercenaire a taquiné notre protagoniste en disant qu'il avait peur. Il avait reçu une autre lettre de Utia,
qu'elle avait dû écrire cette fois. Elle avait écrit sur ses autres frères et sœurs en les complimentant. Elle disait que Séolran était devenu obsédé par les jeux. Rian lisait assez fréquemment, et le garçon a réalisé qu'il avait empêché les enfants de devenir les péchés capitaux. Au fait, quel âge ont ces enfants, Evan? Ont-ils environ 5 ou 6 ans? Non, jeune maître. Ils sont déjà adultes. Ils ont plus de 18 ans maintenant et sont prêts à entrer dans la société. Dans son esprit, ces enfants étaient encore petits, mais non. Ils étaient déjà grands. Il les a même imaginés, maintenant plus âgés, remerciant le jeune maître de les avoir libérés de cette captivité. Il a dit à Evan qu'il était temps de les envoyer dans la société pour leur trouver quelque chose à faire. Comme notre protagoniste avait joué au jeu de nombreuses fois, il savait en quoi chacun d'eux était doué. Yutia avait un talent pour la foi. Dia avait un talent pour le maniement de l'épée. Rian avait un talent pour l'enquête. Séolrin avait un talent pour le combat. Et enfin, Raiden, il avait un talent pour l'apostolat. Sur ce, il a décidé d'envoyer chacun à un endroit différent pour améliorer leurs capacités. D'accord. Je vais assigner chacun d'eux à des endroits spécifiques. Et quand le soir est arrivé, il avait fini d'écrire les lettres et a même célébré, en disant qu'il avait été très difficile de choisir les bons endroits. Après avoir pris les lettres, Evan est parti en courant en disant qu'il les livrerait immédiatement. Et ainsi les pigeons voyageurs se sont envolés vers l'orphelinat. Puis UTS a dit qu'il avait reçu des lettres du maître et que maintenant il verrait quelle serait la prochaine mission de la Blue Lua. Mais contrairement à avant où il n'écrivait qu'à Yutia, cette fois, il avait écrit à tous les autres. Séolran a sauté de joie. Alors que Ran tenait la lettre avec grand soin, Yutia était très curieuse de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces lettres. Séolran a demandé si elle pouvait vraiment lire une lettre du maître, et la fille là-bas a dit oui et qu'ils devraient tous être prêts à la lire. Cela semblait être une autre lettre informelle où il parlait de choses et d'autres. Yutia a dit qu'il ne comprendrait probablement pas puisque depuis le début, leur maître avait ordonné que la communication soit déguisée. Alors tout le monde s'est rassemblé pour essayer de déchiffrer ce que les lettres signifiaient. Dia a demandé s'il écrivait de cette façon pour éviter les fuites, et elle a dit oui. Exactement pour cette raison. Eh bien, ne serait-il pas plus facile de simplement lui rendre visite ou d'utiliser un appareil de communication magique? Tu n'as pas oublié. N'est-ce pas? Nous ne faisons que le suivre, rien de plus. Sa foi inébranlable a donné des frissons à tout le monde. Séolran a dit qu'elle lirait sa lettre pour essayer de la comprendre. Et un moment passa. Dia a commenté qu'il avait été envoyé dans une nation pour servir de chevalier. La fille chasse est plainte parce qu'elle avait été envoyée dans un désert. Raiden avait été envoyé dans la cité du plaisir. Rian avait été assigné à la cité du labyrinthe, et Yutia avait été assigné au Saint Royaume de Rosario. Il était clairement écrit ce que chacun d'eux devait faire. Ils n'ont pas complètement compris la raison de tout cela, mais ils ont réussi à saisir la mission. Rian a dit que le maître était incroyable parce qu'il avait même mentionné les talents et les dons de chacun d'eux. Yutia a aussi dit qu'il devait se souvenir très bien de ne pas mentionner la Blue Lua à moins que quelqu'un d'autre ne le fasse en premier. Tout ce que nous faisons par amour et dévotion ne doit pas être exposé. Et après être devenus adultes, ils ont quitté l'orphelinat pour suivre leur chemin indépendant. 3 mois s'étaient écoulés, et notre héros avait beaucoup de travail. Il étudiait ces sorts qui nécessitaient de faire des signes de la main très embarrassants. Il a de nouveau demandé à Evan s'il avait découvert qui avait tué ses frères, et l'homme a dit pas encore. Bon, il semble que j'ai altéré l'histoire du jeu, mais je ne sais pas comment j'ai fait ça. Ce n'était même pas la famille Alcha qui devait mourir, mais ils ont tous été éliminés. À ce moment-là, il a décidé d'arrêter d'enquêter sur les assassins. Ils ont payé beaucoup d'argent à la guilde des informations, et malgré cela, ils n'ont rien pu découvrir. Il a prétexté qu'il dépensait trop d'argent, mais en vérité, il avait peur d'avoir affaire à des gens dangereux. De plus, ces organisations secrètes étaient mortelles et agissaient toujours si vous les provoquiez. C'est pourquoi notre héros préférait ne pas se frotter à ce genre de personnes. Evan avait une mise à jour. Apparemment, l'un des jeunes hommes qui avait quitté l'orphelinat était devenu chevalier dans un royaume célèbre. Ainsi, 3 ans s'étaient écoulés, et Evan a dit que le chevalier Déo avait formé son propre ordre de guerriers. Cela signifiait qu'il était un vrai prodige. D'abord, il était devenu un manieur d'épée, puis il était déjà un expert en escrime, et enfin, il pouvait devenir un maître épéiste. Certaines personnes mettaient plus de 10 ans à former leur premier ordre de chevalier, mais Déo s'y est parvenu en moins d'1 an. Ainsi, 6 autres mois passèrent. Cela faisait maintenant une année complète que les 5 péchés capitaux étaient devenus indépendants. Evan a dit que Déus était devenu la 5e épée de Caliburn, qui était le nom du royaume. Cela signifiait qu'il était devenu un maître chevalier. Et notre héros était complètement stupéfait. Sérieusement, il est devenu un maître épéiste, dans Psychodea, un maître épéiste. C'était un surhomme qui surpassait même la lame d'Aura. On pouvait déjà dire que ce type était incroyablement fort. Evan a même dit qu'il y était parvenu d'une manière vraiment étonnante. Il a même dû battre un record. Il avait réussi à vaincre la 4e épée en duel. Le mercenaire a transmis d'autres informations à notre protagoniste, et celui-ci a commencé à y réfléchir. Il fallait généralement une quinzaine d'années pour contrôler l'aura, et certaines personnes mettaient plus de 3 décennies, mais Déus l'avait fait en seulement 1 an.
Rian était le maître épéiste actuel, et il avait atteint cette position à l'âge de 32 ans, ce qui était un record à l'époque. Notre protagoniste se souvenait de cet homme, et c'était vraiment un personnage très puissant. Malgré tout, il lui avait fallu 32 ans de sa vie pour atteindre ce rang. Mais Deus l'avait fait bien plus jeune. Et notre garçon était tout content d'imaginer que c'était grâce à lui. Il a même pensé qu'il pourrait en tirer un avantage et a continué à regarder la lettre. Je me demande même ce qui arrivera à notre protagoniste quand il découvrira que ces gens ont formé une secte à cause de lui. En tenant la lettre, il a dit que c'était dommage qu'il n'envoie des lettres qu'à Utia, alors il a manqué l'occasion de profiter de Deus. Même après être allé dans ce royaume sacré, Deus a continué à envoyer des lettres à Utia. Bon, même si Deus ne m'a jamais rencontré en personne, il pourrait au moins me remercier pour ce cadeau que je lui ai fait. Mais il a ensuite changé Davis et s'est giflé en pensant qu'il devrait être reconnaissant que les 5 péchés n'aient pas détruit le monde entier. Tant que les enfants vivaient et mangeaient bien, c'était suffisant, car dans l'histoire originale du jeu, ils seraient morts à cause de Deus. La scène s'est ensuite déplacée vers la capitale de Caliburn, la ville où vivait Deus. C'était le grand domaine où résidait l'ordre des chevaliers de l'éclipse. On a vu Deus au sommet d'un château, regardant par la fenêtre. Il était devenu le commandant de l'ordre des chevaliers de l'éclipse. Une fille est apparue en bas. C'était sa petite sœur qui lui faisait un signe de la main. Le garçon lui a rendu son geste et a dit que même après un an, il se sentait toujours embarrassé par sa façon de penser d'avant. Après avoir tout perdu et avoir été consumé par la noirceur de ses pensées, il en était venu à croire qu'il valait mieux perdre la vie. Sa sœur lui avait été enlevée, et ses parents étaient morts. Il pensait vraiment que la bête noire avait emmené sa sœur et l'avait dévorée. Après cela, il a fini par être capturé et torturé, et la seule chose qui lui restait en souvenir était ce pendentif de sa sœur. Mais il a ensuite été libéré par la Lua Bleue, qui était notre protagoniste, et a rejoint une secte fondée par Utia. Il a accompli plusieurs missions au nom de la Lua Bleue, même s'il n'avait jamais rencontré l'homme en personne. Il se demandait même s'il faisait ce qu'il fallait en suivant cette secte si aveuglément. Pendant des années, il a accompli ses missions sans même les remettre en question. Et puis il a reçu cette lettre lui ordonnant d'aller à la ville de Caliburn pour devenir chevalier. Il n'était pas du tout excité, ayant perdu sa sœur et ses parents. Cependant, quand il est arrivé là-bas, il a été extrêmement surpris. C'était parce que sa petite sœur était vivante et dans cette ville. C'est à ce moment-là qu'il a tendu les mains et a réalisé que tout était grâce à la Lua Bleue. Deus serra sa sœur fort dans ses bras, choqué qu'elle soit en vie. C'était la seule famille qui lui restait. En serrant sa petite sœur dans ses bras, il a fondu en larmes. Pendant tout ce temps, il l'avait crue morte. Et, Kylie, après notre séparation, que t'est-il arrivé? Il a même essuyé ses larmes alors qu'elle pleurait de bonheur. Après ça, ils se sont assis et elle a raconté toute l'histoire. Après avoir été séparée de son frère, elle avait été traînée par cet être maléfique et piégée dans les ténèbres pendant de nombreux jours. Et alors qu'elle était sur le point d'être tuée, quelque chose est apparu pour la sauver. Elle pouvait à peine croire que c'était réel, mais c'était un éclair de lumière qui la sauvait de cet endroit. Elle était sur le point d'être vendue et réduite en esclavage, mais un homme avec un bandeau sur l'œil est apparu pour la sauver, et cet éclair de lumière, c'était lui. Après cela, ils l'ont emmené dans un endroit sûr et lui ont donné des médicaments. La personne qui l'avait sauvé s'appelait Elan Palladio, et c'était notre héros. Quand elle a dit à son frère que c'était la personne qui l'avait sauvé, Deus a été complètement choqué. Donc Elan a utilisé son propre nom pour te protéger afin que personne n'essaie de t'enlever à nouveau. Il n'avait jamais parlé de sa famille à personne, pas même à Utia, que c'était la bête noire qui l'avait enlevé, lui et sa sœur. Finalement, Utia avait raison. La Lua Bleue savait tout. L'homme était sous le choc car pendant tout ce temps, il s'était demandé s'il devait suivre la Lua Bleue si aveuglément. Maintenant, enfin, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Au début, il n'avait pas compris l'anxiété que ressentait Utia. Il semble qu'elle agissait bêtement, essayant de plaire à la Lua Bleue à tout prix. Mais ensuite, de bonnes choses ont commencé à se produire sur son chemin, et il s'est même souvenu des paroles de Rian à son sujet concernant la Lua Bleue. Pendant tout ce temps, la Lua Bleue avait veillé sur lui, et pour cela, le garçon lui devait tout. Sa sœur lui a demandé s'il allait bien, et le garçon lui a gentiment tapoté la tête. Pour que vous compreniez, Deus ne pensait qu'à sa vengeance. Il voulait vaincre cette bête noire qu'il avait enlevée, lui et sa sœur, et il imaginait que notre héros le savait depuis le début. À cause de cela, il croyait qu'il n'était pas assez bon pour faire partie de cette secte. Mais le cadeau que notre héros lui avait fait était quelque chose d'inimaginable. Il avait retrouvé sa petite sœur, et c'était le plus beau cadeau qu'il puisse jamais recevoir. Il se souvint même du moment où Utia avait dit qu'un jour il comprendrait aussi pourquoi elle était si dévouée. Il prit la lettre que Elan lui avait donnée des années auparavant lui disant de devenir chevalier. Et avec une expression sérieuse, il a dit qu'il rembourserait tout ce que la Lua Bleue avait fait pour lui. Ce serait la mission de sa vie. Par conséquent, il a décidé de former cet ordre de chevaliers. Puis la scène est revenue au présent, et il recevait la visite d'un soldat. Il allait commencer une nouvelle expédition et devenir le point de soutien de l'éclipse solaire.
Pour que vous ayez une idée, il croyait que la volonté de notre protagoniste avait dominé le monde entier, c'est pourquoi il a été nommé général des chevaliers. Il a même dit qu'il s'occuperait de tous les problèmes en saisissant son épée. Je n'attends que le jour où je pourrai exprimer ma gratitude accompagnée d'une récompense qui le satisfera. Ainsi, l'ordre des chevaliers de l'éclipse solaire partit en expédition pour combattre les barbares. Notre protagoniste, ignorant de tout, lisait calmement un livre. À ce moment-là, un morceau de papier s'est envolé, et il a ramassé ses lettres en se demandant pourquoi le vent était devenu si fort. Ah, voyons voir. Laissez-moi prendre quelques notes. Après son retour du labyrinthe, il a mené des recherches pour améliorer ses arts magiques. Et après avoir appris ses incantations magiques, il a tout noté dans un petit carnet. Avec ça, il était prêt à tester quelques sorts. Il s'était déjà beaucoup entraîné pendant tout ce temps. Il avait réussi à lancer un sort appelé Répulsion et un autre appelé Lumière Azur, qui était la même magie qui accordait des attaques critiques et lui permettait de vaincre même les golems de pierre. Se grattant la tête, il a dit qu'il avait bien progressé, mais que c'était encore un peu déroutant d'utiliser des chants et des sauts manuels. Ces sorts étaient si anciens qu'ils n'apparaissaient même pas dans les livres d'histoire. Ainsi, il est sorti et a commencé à faire des expériences. Il prépara un saut manuel et des éclairs commencèrent à se former autour de son corps. Il devait diriger correctement ces éclairs pour qu'ils ne se dispersent pas. Ensuite, il a utilisé un autre sort de fixation, puis tous ces éclairs ont commencé à former un noyau. Immédiatement après, il a utilisé l'effondrement, ce qui a fait changer la couleur de la foudre. Il étendit ses mains et forma de nouveaux symboles. Puis l'énorme éclair tomba du ciel à l'endroit où il se tenait. Donc l'ordre des phrases comptait aussi. Quand j'ai commencé avec l'effondrement en utilisant cette première phrase, le sort a échoué, ça n'a pas marché. À ce moment, quelque chose a attiré son attention. C'étaient deux personnes qui avaient observé toute la scène. Larousse demanda si la magie qu'il avait utilisée était le sort connu sous le nom des origines. Mon Dieu, Zenonia est là, et elle m'a vu utiliser ce sort. Un mage se tenant derrière elle en tant que garde n'arrêtait pas de dire que c'était sûrement un sort unique appelé origine. Oh, non. Ils vont se rendre compte que je suis réellement fort. Plus tard, ils se sont tous les deux rendus dans la salle de réception. Ils ont attendu notre protagoniste. Il y avait deux raisons pour lesquelles elle était venue chez lui. La première était de confirmer les intentions du comte Palladio. Elle était terrifiée par notre protagoniste. C'est pour ça qu'elle est venue là. Elle soupçonnait déjà qu'il possédait une organisation secrète super puissante et voulait connaître son but avec celle-ci. Mais ce dont elle a fini par être témoin était quelque chose de terrifiant. Même ce mage de 5e niveau nommé Biano était terrifié par notre héros. Eh bien, si quelqu'un comme lui était aussi choqué, ce garçon de la famille Palladio doit vraiment être puissant. C'était le sort appelé Origine, un sort extrêmement rare et légendaire. À ce moment-là, notre protagoniste a ouvert la porte et a demandé « Qu'est-ce ce qui vous amène tous les deux à mon domaine ? Je m'excuse pour ma visite soudaine et aussi pour mon manque de manières. » Larousse a dit qu'elle se promenait dans la région et avait décidé de passer chez lui. Mais le garçon a dit que Dame Zenonia n'avait pas besoin de s'expliquer et qu'il voulait mettre une chose très claire. Ce sort qu'il a utilisé était une origine. Et s'il devait classer ce sort, il dirait qu'il était aux alentours du 2e niveau. De plus, ce sort qu'il avait utilisé n'avait aucun effet réel. Il a dit ça pour qu'ils ne répandent pas de rumeurs sur sa puissance, mais ils ont fini par le prendre comme une menace. Oui, maître Palladio. J'ai dû me tromper. Ouf. Je suis content que vous ayez compris. J'espère qu'il n'y aura pas de malentendu après votre départ d'ici. La femme tremblait de peur et a même dit qu'elle était vraiment désolée d'être venue le déranger. Le garçon a dit que comme il n'était pas venu pour quelque chose d'important, il prendrait congé et ne perdrait plus de temps. La femme le remercia de lui avoir accordé ne serait-ce que quelques instants pour échanger des mots avec elle. Eh bien, Zenonia, si jamais vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, je peux vous recommander une personne. Vous pouvez rendre visite à la duchesse d'Altea et échanger quelques bonnes paroles avec elle. Il a même dit qu'elle s'entendrait très bien, et la fille a trouvé ça très suspect. C'était des familles rivales, mais la fille l'a poliment remercié car elle était terrifiée. À ce moment-là, il n'y avait même pas de signal Wi-Fi. Ainsi, Dame Zenonia est partie dans son luxueux carrosse. Evan est apparu et a demandé pourquoi une famille aussi célèbre était venue lui parler, et notre héros a dit qu'il n'en avait aucune idée. Il pensait que si les gens découvraient qu'il était puissant, la secte de la Lua Bleue viendrait le chercher pour le tuer. Non, mon garçon. Ces gens t'idolâtrent. C'est tout le contraire. Evan a demandé si par hasard notre protagoniste savait qu'il était en danger, et il a dit oui. Et avec une expression découragée, il a dit qu'il ne devrait plus jamais enquêter sur cette organisation. À l'intérieur du carrosse, il parlait de la magie dont ils avaient été témoins. Larousse a demandé à ce maître mage si cette magie était vraiment l'origine, et il a dit non, que ce n'était pas l'origine. C'était bien pire que l'origine. C'était une magie bien plus puissante. Il avait utilisé un sort sur son œil gauche pour analyser cette incantation, et c'était comme si Maître Elan Palladio avait brisé une dimension magique entière. Il n'arrêtait pas de crier, disant que cela avait enfreint les lois de la physique. Ce n'était pas un simple sort d'origine, qui en soi était déjà légendaire.
Et tandis qu'il parlait de l'incroyable puissance de cette magie, la rousse tremblait de peur. Et le pire de tout selon le vieil homme, c'est que sa magie contenait un être malveillant. Derrière le garçon, il y avait eu un œil sombre, comme s'il s'agissait d'une malédiction démoniaque. C'était clairement le pouvoir d'un grand dieu oublié, et il se grattait la tête en disant qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Ces sorts oubliés d'une époque lointaine étaient extrêmement dangereux, et les mages ordinaires ne pouvaient pas les maîtriser. La rousse rit nerveusement, disant que si l'intention d'Élan avait été de l'intimider, il avait réussi. Imaginant qu'il était un être suprême déplaçant toutes les pièces du jeu, elle a même dit qu'il serait bon de rendre visite à la duchesse des Altea et de former une sorte d'alliance avec elle. Le visage pâle et en sueur froide, elle se lamenta en disant qu'elle était déjà devenue un pion d'Élan Palladio. 5 mois s'étaient écoulés et cela faisait déjà 2 ans que les enfants avaient commencé à vivre de manière indépendante. Notre héros a fini par appeler Evan et lui a demandé s'il y avait des informations pertinentes sur les enfants. Et Evan a dit non. La seule nouvelle pertinente était que la duchesse de Zenonia et la duchesse des Altea avaient formé une alliance. Mon Dieu! A-t-elle vraiment pris ce que j'ai dit ce jour-là si au sérieux? Il avait dit à la rousse de la famille Zenonia de parler avec la fille de la famille Altea, et il semblait qu'elle l'avait pris bien trop au sérieux. Et il s'est même inquiété, réalisant qu'il intimidait les gens sans le vouloir. J'espère que son alliance est temporaire car ce sont essentiellement les familles les plus puissantes de la pègre. Essayant de dissiper le malentendu, il a pris un crayon et un morceau de papier et a écrit une lettre à Zenonia, cette rousse, disant qu'il y avait eu un malentendu et qu'il ne voulait pas être impoli. Après l'avoir terminé, il a dit à son mercenaire de l'apporter rapidement à la famille Zenonia. Puis il a pris quelques lettres et s'est demandé ce qui se passait avec les enfants et pourquoi il ne lui envoyait aucune nouvelle. Séolran pourrait-elle mourir seule dans ce désert sec et brûlant? À cause de cela, il a décidé de leur envoyer aussi des cadeaux et des lettres. Pour Séolran, il avait réussi à lui envoyer une essence de la tribu Juba, qui était en gros ce protège-main. C'était l'un des objets qu'il avait réussi à acquérir, et il a dit que cela pourrait bien lui convenir. Ce serait bien pour elle d'utiliser cet objet car il confère de la force, et l'endroit où il avait envoyé Séolran était précisément une terre de guerriers conquise par la puissance. La scène a changé pour l'endroit où vivait Séolran. La fille était dans un donjon sombre et célébrait, disant qu'elle avait enfin vaincu tous ses ennemis et a même remercié Lua pour le cadeau, qui était ce même bracelet qu'il lui avait envoyé. Ça ne s'appelle même pas un bracelet, les gars. Je ne sais même pas comment l'appeler. Un gantelet, peut-être. Elle pensait que l'essence de la tribu Juba, ce gantelet, n'était qu'un objet légendaire mentionné dans les mythes. Mais, non, cet objet appartenait à une histoire qu'elle avait entendue depuis son enfance. Ses parents lui avaient parlé de cette relique légendaire, qui appartenait à leur famille, la tribu Lupina, descendant des rois bêtes. La petite fille avait toujours aimé écouter ces histoires d'êtres légendaires. Et cet objet était extrêmement mythique, transmis de génération en génération. Mais cet objet avait été perdu pendant de nombreuses années jusqu'à ce que notre héros parvienne à le récupérer et le lui offre. Dès qu'elle l'a mis, elle a ressenti une étrange résonance. On aurait dit que cet objet avait été fait exactement pour elle. Et la jeune fille l'a remercié en disant que le bleu en savait vraiment beaucoup sur elle. Notre héros n'avait aucune idée de tout cela et a fini par lui donner un objet qui appartenait à sa famille depuis des générations. Le bleu était le bienfaiteur qui l'avait sauvé de l'esclavage, et elle croyait même qu'il l'aidait à se venger du dragon noir. Par conséquent, elle devait lui rendre tout ce qu'il avait fait pour elle. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à émaner son pouvoir en disant qu'elle conquérait toute cette région. Elle le ferait au nom du Lua bleu, Alon Palacio. Avec un regard déterminé, elle a dit qu'elle deviendrait d'abord la plus forte guerrière du désert. Elle rassemblerait sa tribu dispersée et restaurerait ainsi sa lignée. Et enfin, elle tuerait le dragon noir, celui qui l'avait enlevé et avait détruit sa famille. Après cela, elle a quitté ce donjon et a regardé vers une lune bleue en disant que tout ce qu'elle ferait serait grâce à Alon Palacio. Elle a dit qu'elle lui devait sa vie et son honneur. Plus notre héros essayait de vivre une vie paisible, plus il s'attirait des ennuis. La scène est revenue sur notre héros qui lisait des documents. Evan a dit qu'il avait recueilli des rumeurs sur les enfants qu'il avait envoyés vivre de manière indépendante. Les rumeurs disaient que Séoran se débrouillait très bien dans la colonie et avait même gagné le surnom d'éclair doré. Le garçon a demandé des nouvelles de Reed et ce qui lui était arrivé. Evan a dit qu'il avait été occupé et n'avait pas réussi à obtenir cette information. Et notre héros l'a regardé avec une expression agacée. Il voulait savoir tout cela le plus vite possible avant de partir pour la tour de la magie. Et Evan s'est alarmé. Comment ça, nous allons à la tour de la magie? Il voulait y aller pour faire des recherches sur quelques trucs et a mentionné que c'était près de la cité du labyrinthe. Très bien, maître. Alors je vais me préparer immédiatement. Le simple fait de penser à ces longs trajets à cheval le fatiguait déjà. Mais il devait y aller pour étudier son noyau de mana, car il n'avait pas beaucoup d'énergie. Les amis, ce labyrinthe dont il avait parlé était une carte dans Psychodia où plus on s'enfonçait, meilleurs étaient les objets trouvés. L'endroit était si profond que personne n'avait jamais réussi à atteindre la fin. Tout comme dans le jeu du labyrinthe sans fin, il générait continuellement des reliques et des artefacts de manière presque infinie. Rian était devenue une experte en objets magiques, et elle était très douée pour ça.
Il a même pensé qu'il pourrait lui apporter quelques objets pour qu'elle les analyse. La scène montrait la cité du labyrinthe. C'était une ville pleine d'aventuriers et qui comptait également de nombreuses boutiques vendant des objets extrêmement rares, y compris ces appareils méchotrefs. Il y avait une boutique appelée Mur, et quel nom étrange pour un magasin, n'est-ce pas? Mais cette boutique avait discrètement grandi pour devenir l'une des principales. Parmi ses clients se trouvait le seigneur de l'Artania, et Rian s'y est rendu pour vendre quelques objets en disant que l'un d'eux générait des flammes de mana. Et le plus intéressant, c'est qu'il y avait un sceau gravé sur cette relique qui la rendait encore plus puissante. Le marchand a demandé à Rian ce que ce sceau avait de spécial, et elle a répondu qu'avec très peu de mana, on pouvait déjà activer l'artefact. Ainsi, l'homme a fini par acheter l'objet, en disant qu'il lui était toujours reconnaissant d'apporter les meilleurs produits. Plus tard, elle a retiré son masque, et nous avons vu qu'elle avait beaucoup grandi pendant tout ce temps. En regardant sur le côté, elle a remarqué un autre objet, et après l'avoir ramassé, elle a dit que celui-ci pouvait également être gravé. La raison pour laquelle cette boutique est devenue à la fois obscure et célèbre était à cause de ses gravures de sceaux magiques. Elle avait reçu un objet mythique du Lua bleu, notre protagoniste. Elle était ravie car il lui avait dit de devenir experte, et au début, elle ne comprenait pas bien pourquoi. Elle savait que notre héros possédait les pouvoirs de cet ami du mage légendaire. C'est pourquoi elle en est venue à croire de plus en plus que notre protagoniste était un être mythique. Et quand elle a reçu la mission de devenir experte dans la cité du labyrinthe, elle a trouvé ça étrange. Quel est le rapport entre être experte et combattre des êtres des ténèbres? Je ne comprends pas pourquoi il veut que j'exerce cette profession. Mais elle a alors réalisé qu'elle avait un don. Notre héros lui avait envoyé l'œil du tracker en cadeau, un objet extrêmement légendaire capable de marquer des objets. L'objet était si unique qu'il n'existait aucun autre de semblable. Lorsqu'on le touchait, il commençait à libérer ses chaînes et se révélait être un magnifique artefact. Dès qu'elle a levé les sceaux, la gravure a été déverrouillée, et pour éveiller encore plus de pouvoir afin de vaincre les êtres des ténèbres, elle devait complètement réveiller cet objet. Une fois qu'elle aurait atteint son 500e objet marqué, elle débloquerait cet artefact magique, et elle en était déjà à 248. Alors elle a marqué l'objet qu'elle tenait, ce qui a porté le total à 252 sacrifices requis pour compléter l'objet. Grâce à son pouvoir, elle pouvait utiliser cet artefact, et il avait été envoyé par notre protagoniste. Ainsi, elle croyait que le souhait des élans Palladio était qu'elle libère ce pouvoir ultime pour se venger de l'être maléfique qui l'avait enlevé. Et en serrant cet objet dans ses bras, elle a dit que tout cela était grâce au Lua, étant né avec ce pouvoir appelé la bibliothèque de l'éternité, qui lui permettait de l'utiliser. Tout est selon la volonté du grand Lua. Il veut vraiment que je tue le loup noir. La scène se déplace à la tour de la magie. En arrivant là-bas, une vice-maître mage a dit à notre héros de dire rapidement ce qu'il voulait et de partir. Elle a même dit qu'elle était bien trop occupée pour s'occuper de quelqu'un comme lui. L'homme savait qu'elle le traitait mal uniquement parce qu'elle sentait qu'il avait peu de mana. La tour de la magie possédait non seulement une capacité de combat écrasante, mais détenait aussi un monopole sur certaines fournitures. Il savait que la vice-maître avait une grande autorité, alors il s'est présenté comme le comte Palladio et a dit qu'il était venu pour résoudre le problème de la porte du temps, mais la femme a continué de tripoter ses objets, montrant peu d'intérêt pour lui. Puis il a dit qu'il pouvait éliminer la porte du temps. Cette porte du temps était une faille qui apparaissait à l'intérieur de la tour de la magie d'où de nombreux démons sortaient. Elle a utilisé son pouvoir d'analyse et a réalisé qu'il était assez faible. Alors elle lui a dit de partir et s'est même moqué de lui en disant qu'il n'était qu'un avorton. Après qu'il a insisté sur le fait qu'il fermerait la porte du temps, elle s'est irritée et a frappé la table de sa main, criant que beaucoup de gens comme lui venaient là chaque jour. Elle a même dit qu'elle savait qu'il voulait seulement essayer de fermer cette porte du temps pour améliorer l'opinion publique que les gens avaient de sa famille dégoûtante. Pour tenter d'intimider notre héros, elle a commencé à libérer son pouvoir, lui disant de quitter la tour de la magie. Le garçon était vraiment effrayé car elle était l'un des personnages les plus puissants du jeu. Et quand elle a commencé à déchaîner son pouvoir, il a eu encore plus peur. Même Evan a dit que ce n'était peut-être pas sage de tenter le diable en provoquant cette femme. Alors il a dit que si par hasard il ne pouvait pas fermer la porte du temps, il lui donnerait toute sa fortune. Eh bien, si c'est nécessaire, je prêterai même serment. La femme l'a trouvé quelque peu intéressant, alors elle a décidé d'emmener notre protagoniste à la porte du temps pour voir s'il pouvait vraiment la fermer. Elle avait supposé qu'il n'était qu'un héritier, un noble gâté, mais non, il semblait avoir une certaine détermination. Cependant, comme cette porte du temps était extrêmement difficile à sceller, elle savait qu'il n'y parviendrait pas. S'il ne parvient pas à fermer la porte du temps, toute sa fortune m'appartiendra. Ils ont sauté dans le portail, et il a même jeté une boîte d'objets de côté. Cette faille dans la tour était ouverte depuis plus de 2 ans et causait de vrais problèmes à tous les mages. Pendant qu'il effectuait les sauts manuels, la femme se tenait en retrait en disant qu'il n'y arriverait pas et n'avait même pas besoin d'essayer. Attendez une seconde. Il utilise sa main comme catalyseur au lieu d'un bâton. Serait-il en train de prévoir d'utiliser de la magie ancienne? Eh, gamin. Arrête de frimer et sors de là tout de suite. À ce moment-là, l'air est devenu lourd et elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus bouger son corps. Attends. A-t-il arrêté le temps?
Utilise-t-il une sorte de magie interdite? Elle a utilisé son œil magique et a vu un œil démoniaque devant lui. Cet œil s'est ouvert et la femme tremblait de peur.